Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le château de cartes du système est en train de s'effondrer, car une carte est tombée, entraînant avec elle la chute probable des responsables de laboratoire, la chute probable des élus politiques, la chute probable des juges et des journalistes aplatis. Alors on va commencer par rappeler l'affaire et la première carte, la carte transmission. C'est lors d'une audition très longue, 2 heures de langue de bois, qu'une information est quand même tombée, sans doute la vigilance de la représentante de Pfizer relâchée. Écoutez donc, c'était le 10 octobre dernier, on entend le député européen Robert Roos interroger la représentante de Pfizer, Madame Small. Écoutez, et je vous traduis moi en français. I will speak in English so there are no misunderstandings. Je vais parler en anglais pour qu'il n'y ait pas d'incompréhension. The Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market. Est-ce que des tests sur l'arrêt de la transmission du Covid ont été réalisés sur le vaccin Pfizer avant sa mise sur le marché? Si ce n'est pas le cas, merci de le dire clairement. Je veux une réponse directe, oui ou non. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it's entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really understand what is taking place in the market. Voilà, ça c'est la réponse de Madame Small, la représentante de Pfizer sur place, au sujet de la question de savoir si nous savions ou non si le vaccin arrêtait la transmission lors de sa mise sur le marché. Non! Vous savez, nous avons avancé en même temps que la science. Donc voilà, cette petite phrase, que les choses soient claires pour nos éditeurs, et en déplaise à nos amis vérificateurs d'informations qui tortillent du clic pour ne pas avouer leur propre faute, eh bien cet extrait remet en question un volet entier de la stratégie vaccinale, celui qui consistait à dire que le vaccin empêchait la transmission aux autres. Vous savez, le fameux « se vacciner, c'est protéger les autres ». Alors, pour ça, une petite pensée, parce qu'ils sont très nombreux, ceux qui ont propagé cette parole, une petite pensée par exemple à notre ancien ministre de la Santé, Olivier Véran, au micro d'Apolline de Malherbe le 13 juillet 2021. 95% de protection des formes graves. 95%. Vous réduisez par 12 le risque de contamination des autres. Vous réduisez par 20 le risque de faire une forme grave. Par 20, on n'a jamais eu de vaccin aussi efficace que celui-ci. Si nous étions tous vaccinés, le virus ne pourrait plus cheminer. La protection collective, c'est ça. Imaginez que dans vos studios, il y ait 30 ou 40 personnes, que l'une d'entre vous soit positive au Covid, parfois sans le savoir. Si vous avez tout le monde qui est vacciné, le virus, il ne trouve personne à contaminer, et l'épidémie s'arrête à vous. S'il y a 1 ou 2 personnes qui ne sont pas contaminées dans les 30, ça suffit pour que le virus puisse passer chez ces personnes-là, qui ensuite vont rentrer chez elles et contaminer d'autres personnes. L'immunité collective, la protection collective, ça veut dire que le virus ne trouve plus personne à contaminer sur sa route et s'éteint. Immunité collective, protection collective, le vaccin réduit par 12 le risque de transmission. Eh ben non, Olivier Véran, parce que ça n'a même pas été testé par Pfizer. Alors je vous épargne les discours d'Emmanuel Macron, de Jean Castex et des autres membres du gouvernement. Je vous épargne aussi de nombreux commentateurs en blouse blanche, Karine Lacombe, Gilbert Deray, allez, Justin quand même, Michel Simès, médecin chirurgien, animateur de télévision, qui met en garde ceux qui ne veulent pas se faire vacciner. Quand on prend ce genre de responsabilité, celle de ne pas se faire vacciner, il faut se regarder dans la glace le matin en se disant « oui, je peux tuer des gens dans la journée ». Le virus circule encore, il y a encore des gens fragiles qui vont être contaminés, qui vont probablement mourir, avec la responsabilité de ceux qui ont refusé de se vacciner et qui vont donc transmettre ce virus à des gens qui vont croiser et qui, eux, n'auront peut-être pas pu se faire vacciner pour des raisons médicales, contre-indication, un système immunitaire qui supporte pas la vaccination. Je refuse de débattre avec des anti-vax. Ça fait 1 an qu'on explique les risques qu'on prend pour soi et surtout pour les autres. 1 an qu'on explique que dans liberté, égalité, fraternité, il y a aussi fraternité. C'est leur problème. Mais je pense qu'un jour, il faudra demander des comptes à ceux qui ont été médecins ou infirmières et qui ont refusé de se faire vacciner. Particulièrement intéressant. Un jour, il faudra demander des comptes à ceux qui ont refusé la vaccination ou qui ont dit qu'il ne fallait pas se faire vacciner. Eh bien oui, il faut se regarder dans la glace, Michel Simès. Oui, vous avez dit que le vaccin, vous pouvez tuer des gens dans la journée quand vous n'êtes pas vacciné. Mais sur quoi vous êtes-vous fondé
puisque Pfizer lui-même admet qu'il n'a jamais testé la transmission, l'arrêt de la transmission de la maladie. Donc, vous vous êtes fondé sur rien du tout. Vous dites que ces gens qui ont bloqué, qui se sont défendus contre la vaccination sont responsables, devraient se regarder dans la glace, mais qui est responsable aujourd'hui et qui devrait être en procès aujourd'hui? Responsable d'avoir colporté de mauvaises informations sans les avoir vérifiées, responsable d'en avoir inventé d'autres, le fameux divisé par 12 la transmission qu'on a entendu chez Olivier Véran, responsable d'avoir joué au chantage affectif pour ne pas tuer papy-mamie, rappelez-vous, pour protéger les parents, il fallait vacciner les enfants, responsable d'avoir mis une partie des citoyens sur le banc de la société avec le pass sanitaire et l'obligation vaccinale des soignants, et tout cela donc n'était fondé sur rien. Voilà que les choses soient très claires. Alors, pour mieux comprendre cette déclaration et tout ce que cela va ouvrir et les procès que cela peut ouvrir, nous sommes avec deux invités. Virginie Joron, bonjour. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes eurodéputé du Rassemblement national et membre du groupe Identité et Démocratie, membre de la commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Et vous avez évidemment beaucoup travaillé depuis le début sur ces questions. On va voir en ce moment ce qui est en cours avec vous au niveau de l'Union européenne. Puis nous sommes également avec Diane Prota. Bonjour Diane Prota. Bonjour. Vous êtes avocate. Nous vous avions reçu à l'époque pour le collectif Navigants Libres, mais en fait, vous êtes l'avocate de très nombreuses associations et collectifs de victimes et d'associations qui se plaignent de cette gestion Covid-19. Alors, d'abord, j'ai commencé par donner la parole à Virginie Joron. Évidemment, là, c'est comme je l'ai expliqué, c'est tout un système qui s'écroule. Oui, merci. Vous avez parfaitement bien résumé la situation. On se demande, en fait, tous ces experts, tous ces gouvernants, ils ont été finalement que les VRP des Big Pharma. Et je remercie Rob Roos d'avoir posé cette question. Il faut savoir que durant ces commissions, nous avons droit qu'à une seule minute, voire 2 minutes par question, ce qui est très court. Donc, ça ne nous permet pas de poser toutes les questions et il faut savoir aussi que les réponses sont aussi très limitées. Donc, lors de cette audition, il y avait aussi un autre laboratoire, malheureusement, ce n'est pas l'objet de cette émission, mais on pourra en reparler, qui démontre aussi ce manque de transparence qui, depuis le départ, est un problème. C'est aussi le laboratoire CureVac. Oui. Et donc, finalement, lors de cette audition, nous avons pu nous organiser en amont avec les autres eurodéputés pour poser le maximum de questions et pour pouvoir ensuite, comme vous l'avez pu remarquer, rebondir sur ces assertions. Ce qui est très important, c'est que cette Madame Small, qui a donc remplacé à la dernière minute Monsieur Bourla, ça c'est important de le rappeler, parce que normalement il était prévu de venir... Ouais. Il était prévu depuis cet été de venir comme ses autres collègues. Nous avons reçu Monsieur Bancel du laboratoire Moderna et puis tous les autres qui sont venus, puisqu'effectivement, il était important lors de ces commissions de mettre au clair certaines interrogations. Il faut savoir que le contrat Pfizer est le contrat le plus important que la Commission a négocié. C'est Madame van der Leyen elle-même qui a pris le dossier en main depuis le départ, avec des négociations préliminaires qui ont été soulignées, remarquées par le rapport de la Cour des comptes, qui démontre qu'il y a eu des irrégularités. Et c'était pour cela que nous étions très attentifs et très regardants sur les réponses de cette audition, puisqu'à la dernière minute, ce n'est plus Monsieur Bourla qui a donc balancer Madame Jeanne Small, mais elle aussi faisait partie du comité de pilotage des négociations. Donc, quand aussi on pose la question des SMS, là aussi, elle se mêle un peu les pinceaux parce qu'elle dit que durant la pandémie, il y avait des urgences et que forcément, on avait besoin de communiquer par SMS. Donc, ce qui veut dire qu'elle aussi a participé à des négociations par SMS, ce qui implique pour nous maintenant, et ça fait l'objet aussi de cette émission, c'est qu'est-ce que nous maintenant, avec tous ces éléments, on va pouvoir faire. Et alors, c'est important on va revenir, Virginie Joron. Je vais vous donner tout le temps pour développer tout ça. On va prendre le temps après. Seulement, il est 8h02. Je suis en retard. Chers éditeurs, c'est l'heure des informations et on vous reprend et on va développer évidemment maintenant les procédures qui sont en cours et que vous mettez en cours et le travail que vous faites. Ligne droite. Des reporters croupissent en prison. Ces maladroits ont mal choisi leurs questions.
La table ronde. Et pour en parler, et pour parler surtout des conséquences et de ce que cela peut ouvrir aujourd'hui, des éventuels procès que cela va permettre également, eh bien nous sommes avec Virginie Joron, eurodéputée du Rassemblement national, membre du groupe Identité et Démocratie, membre de cette commission et très active dans cette commission spéciale sur la pandémie de Covid-19. Nous sommes également avec Diane Prota, avocate qui est, elle, très active au niveau du barreau de Paris et de tous ces collectifs qu'elle soutient, collectifs de victimes ou d'associations contre la gestion Covid-19. Alors, Virginie Joron, je vous redonne la parole, et puis ensuite Diane Prota aussi, sur tout ce qui peut être envisagé maintenant. On a bien compris, j'ai fait un petit résumé pour commencer, sur ce qui a été révélé. Aujourd'hui, vous le dites, il y a eu un rapport de la Cour des comptes, Virginie Joron, un rapport de la Cour des comptes de l'Union européenne, qui vient d'être publié, et qui mentionne ces négociations préliminaires qui ont été faites par la présidente de la Commission européenne, Madame von der Leyen, et à ce titre qui prouve qu'elle a manqué de professionnalisme et qu'il y a des fautes déjà en soi. Oui, parfaitement. Donc, c'est un rapport de 30 pages qui déclare plusieurs irrégularités, que ce soit en termes de négociation du contrat, donc tout ce qui était préliminaire avec l'histoire des SMS, mais aussi même au regard de toute la procédure des marchés publics, puisqu'elle a été hors les clous, alors qu'il y avait eu un comité de pilotage qui a été mis en place. Donc, plusieurs irrégularités. Et lors de l'audition, puisque nous avons eu l'opportunité de poser la question encore à la Cour des comptes, c'était jeudi dernier. Notamment, moi, la question qui me taraude, c'est, comme on le sait, il y a eu donc c'est le contrat le plus important, 2,4 milliards de doses qui ont été commandées. Et moi, je voulais savoir à partir de quelles études, que ça soit de la commission ou de laboratoire, pouvaient justifier un tel nombre. Parce qu'on se retrouve aujourd'hui avec une surcommande, un surstock, et donc il y a du gaspillage. Donc moi, la question a été claire, ça a été, est-ce que c'est pas peut-être un détournement de fonds publics quand on commande trop, alors que normalement, on aurait dû, à partir d'études ou à partir même du nombre de la population, produire et argumenter sur un nombre de doses. Donc, et à cette réponse, il y a effectivement, je n'en ai pas eu. Donc effectivement, au regard de toutes ces auditions, moi j'ai interrogé d'ailleurs Diane Prota sur le sujet sur un sujet de signalement, puisqu'aujourd'hui il y a une nouvelle procédure qui a été mise en place avec la saisie du parquet européen, qui est une nouveauté dans le système de l'Union européenne. Ça a été mis en place en 2017, mais c'est actif depuis 2020. Donc effectivement, qu'est-ce que c'est le procureur européen? C'est pour lutter contre toutes les atteintes du budget de l'Union européenne. 2,4 milliards de doses, au minimum, avec un prix de dose entre 15 € et 19 €, ça fait 36 milliards d'euros pour Pfizer. Pour CureVac, je fais juste une parenthèse, CureVac est aussi un laboratoire qui a bénéficié des deniers de l'Union européenne, qui était aussi dans la course aux achats et des commandes de vaccins. Finalement. Qui n'a rien produit et qui a obtenu 155 millions d'euros de la Commission. Et là, pour le coup, c'est très généreux. J'ai posé la question à la Cour des comptes s'ils comptaient récupérer ces fonds, puisqu'il n'y a pas eu finalement de production de vaccins. Et là, on a eu la réponse, c'est qu'ils m'ont répondu qu'ils trouveraient un autre moyen pour récupérer ces fonds. Donc j'ai envie de dire que c'est assez opaque, cavalier de répondre de telle sorte quand on voit que c'est un laboratoire avec comme actionnaire encore la fondation Bill Gates, avec l'État allemand et Glaxo, le laboratoire Glaxo, et donc aussi Biotech. Donc de l'opacité, du flou et surtout pas de réponse. Donc ce qui nous permet de dire, de s'interroger. Pourquoi pas un signalement pour que ça aille plus loin? On n'a pas obtenu l'accès au contrat depuis le début, puisque comme vous le savez aussi, l'accès au contrat a été très restreint, très opaque, puisque nous n'avions pas accès à la totalité des clauses. Aux questions sur les prix qui ont été posées à Pfizer, pourquoi il y a eu une telle augmentation entre 15 € et a priori 20 €, puisque c'est que a priori, puisqu'elle n'a pas voulu nous confirmer ses propos. Donc, toujours du flou sur la base du prix. Donc, maintenant, on va aller plus loin. Ils ne veulent pas nous transmettre les contrats, ils ne veulent pas nous transmettre les SMS, ils n'ont pas été dans les clous lors de la négociation. La Cour des comptes le souligne à juste titre. Donc, maintenant, on fait un signalement et j'ai effectivement interrogé Diane pour faire cette étude. Et ça tombe bien, je sais qu'elle est très active sur le sujet, comme elle le soulignait. Donc, je pense que ça va être très intéressant à venir. D'ailleurs, la procureure a annoncé vendredi qu'elle allait regarder de plus près maintenant l'achat de ces vaccins. Elle a même annoncé qu'elle allait ouvrir une enquête sur l'achat des vaccins. C'est ça. Donc c'est officiel. Donc la procureure a annoncé qu'elle allait ouvrir une enquête sur l'achat des vaccins à partir de ce signalement, on est bien d'accord, hein. Je me tourne vers Diane Prota, pardon, on va aborder les questions un peu juridiques. Oui.
Alors, je vous remercie de me donner la parole sur cette question. Effectivement, l'enquête a été ouverte et d'après le communiqué de presse de cette institution, du parquet européen qui est active en fait depuis 2020, donc c'est tout à fait récent, Tout récent, oui. il est indiqué qu'ils ont bien une enquête en cours dans le cadre de l'acquisition de ces vaccins et que le fait qu'on en informe le public, c'est lié à son intérêt extrêmement élevé pour cette question et que c'est une information exceptionnelle. Vous savez qu'habituellement, quand il y a des enquêtes en cours, elles sont secrètes. Et qu'est-ce qui a motivé l'ouverture de cette enquête ? À mon sens, c'est le signalement qui a été fait par les députés européens, mais également les signalements très nombreux qui ont été faits par les citoyens qui ont suivi l'exemple de Madame Joron, puisqu'on a mis à la disposition des citoyens, également via des associations, un vademecum pour savoir comment faire ce signalement sur le site du parquet européen. Alors, quel type de signalement ont fait les citoyens ? Alors, quel type exactement ? En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que le parquet européen et le procureur européen défendent les intérêts financiers de l'Union européenne. Quand si quelqu'un, la victime, c'est l'Union européenne, ce n'est pas en réalité directement vous et moi. Donc nous ne pouvons pas nous constituer partie civile. Oui, par exemple, si vous avez des effets secondaires, cela ne concerne pas ce procureur-là. Exactement. On n'est pas devant la bonne cour. Ce qui concerne ce procureur-là, c'est la corruption, le blanchiment d'argent et l'atteinte au budget de l'Union européenne. Et donc, de ce fait, ce ne sont pas les citoyens qui deviennent partie civile, qui deviennent victimes. Par contre, ils peuvent le signaler, comme d'ailleurs dans le Code pénal français, il y a un article 40, chacun peut signaler les infractions qu'il voit. Et de ce fait, de très nombreux citoyens ont utilisé le vademecum qui a été proposé pour signaler directement sur le site du parquet européen les actions de Madame Ursula von der Leyen. Il suffit de remplir un formulaire qui s'appelle Report a Crime. Je regrette que ça soit en anglais, mais c'est le cas. Et à la suite de ça, il a été annoncé par la procureure européenne donc qu'une enquête était en cours, qu'à ce stade, elle ne donnait pas plus de détails, mais je pense que ce qui a motivé, puisque c'est dit, c'est l'extrême intérêt public, soit donc la pression populaire, mais j'imagine aussi que les déclarations de la représentante de Pfizer, dont parle Madame Joron, puisque Madame Joron... Ils sont intervenus avant... Attendez que je... Le rapport de la Cour européenne... C'était le 10 octobre et le procureur a ouvert son enquête le 14. Donc c'est ça, et à la suite, donc il y a les interventions des employés de la société Pfizer, notamment de cette dame, Madame Janine Small, qui était convoquée devant la commission spéciale à laquelle participe Madame Joron pour répondre à diverses questions, mais elle s'y est présentée en lieu et place de Monsieur Albert Bourla, qui est le PDG de Pfizer, et vous imaginez évidemment qu'on ne comprend pas pourquoi ce monsieur ne souhaite pas se déplacer devant les députés européens pour répondre à des questions et envoie ses collaborateurs. Donc ces collaborateurs ont non seulement admis deux choses absolument extraordinaires. La première, c'est qu'il n'y avait pas eu de test sur l'efficacité, sur la transmission du Covid-19 par ces vaccins. Je reviendrai un instant sur quelque chose d'important. Oui. Et le deuxième, c'est que cette dame, Janine Small, a admis qu'il y avait eu un échange très nombreux de messages SMS entre M. Bourla et Mme von der Leyen dans le cadre de la négociation de ces contrats. Ces fameux SMS auxquels nous ne pouvons pas avoir accès. Enfin, les députés européens n'arrivent pas à avoir accès. Ni la médiateur, ni qui que ce soit d'ailleurs. Donc c'est sûr qu'entre quelqu'un qui ne vient pas, qui est M. Bourla pour répondre aux questions, et quelqu'un d'autre qui ne veut pas montrer ses messages, il y a lieu d'avoir des soupçons. Mais j'aimerais rappeler un point, si vous me donnez un instant. Vous avez fait passer un message de M. Olivier Véran au mois de janvier 2021. Oui. Je tiens à dire que j'ai défendu au mois de mars 2021 un octogénaire qui était vacciné et qui souhaitait être déconfiné. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette affaire. Et je suis tombée de l'armoire quand j'ai fait cette demande de déconfinement pour mon client qui était vacciné. Puisqu'il était vacciné, oui. Oui, il était vacciné, c'était l'un des premiers parce qu'on lui avait dit, en tant que grand-parent, et lui, il souhaitait aller voir ses petits-enfants. C'était la publicité. Et puis, puisqu'on est tous vaccinés, tous protégés, moi, je me demandais pourquoi mon client... maintenant qu'on est vacciné, appliquez. Soyons libres. Et en fait, quand j'ai saisi le Conseil d'État pour ce monsieur, j'ai reçu en réponse un mémoire du ministère de la Santé, donc un mémoire sous M. Olivier Véran, qui me disait non, votre client ne pourra pas être déconfiné parce que le vaccin ne marche pas sur la transmission. Et c'est comme ça que cette affaire a fait l'objet de beaucoup de publicité. Et il y a eu une ordonnance qui a été rendue par le Conseil d'État le 1er avril. Elle peut prêter à sourire, mais elle existe. C'est bien l'ordonnance du 1er avril. C'est non, l'octogénaire vacciné restera chez lui parce que le vaccin est inefficace sur la transmission. Ce qui suppose bien que les autorités le savaient. Mais aujourd'hui, on a l'air de le découvrir. Mais ce n'est pas vrai. Ça avait été jugé depuis longtemps. Parce que regardez, moi j'ai les autorités régionales de santé qui publient ce communiqué officiel du 3 juin 2021. Donc là, c'est la Haute Autorité de Santé.
même, qui dit les vaccins Pfizer, BioNTech et Moderna réduisent de 80 à 90% le risque de transmission du virus. Bien sûr que non. Et là, on a entendu Olivier Véran et il y a eu même des déclarations bien plus tardives. On a même des déclarations d'Albert Bourla à ce sujet. Et c'est pour ça que c'est très important, parce que si on en revient au contrat, ce que dit le rapport de la Cour des comptes en page 32, c'est point 46, selon la Commission, l'industrie pharmaceutique a fait pression sur l'équipe conjointe de négociation pour qu'elle suive l'exemple des États-Unis qui avaient déchargé les entreprises de leurs responsabilités pour les vaccins contre la Covid-19. Il y a eu néanmoins un point à respecter, le respect impératif de la directive européenne sur la responsabilité du fait des produits défectueux. Et là, j'en viens au point juridique qui nous concerne. Tout le monde a bien compris que finalement, ce sont les États qui payaient pour les effets secondaires via les mécanismes de solidarité nationale, donc vous et moi au lieu des laboratoires. Alors, est-ce qu'on peut préciser là, juste un point, et après Virginie Jouan, je vous redonne la parole sur ce qui peut continuer d'être envisagé, mais juste un point sur les responsabilités, c'est-à-dire que s'il y a des responsabilités des laboratoires, financièrement, ça retombe, le coût retombe sur les États, mais même le prix des avocats, les avocats des laboratoires seront payés par nous. Sauf dans deux cas qui sont prévus par ces contrats, c'est si le produit est défectueux. Alors dans l'absolu, arrivé là, tout le monde sait que c'est défectueux puisque ça n'empêche pas la transmission, qui est comme tout le but d'un vaccin qui est prophylactique. On pourrait dire que le but d'un vaccin, c'est juste l'immunité. Le problème, c'est qu'on nous a communiqué. Quelle différence faites-vous à partir du moment où vous êtes immunisé, vous ne le transmettez pas, vous ne le recevez pas. Enfin, il y a quand même une vraie question. Il ne faut quand même pas jouer sur les mots. Il faut un peu de bon sens. Mais non seulement il y a ça, et puis il y avait dans les contrats un autre point qui fait rétablir la responsabilité des laboratoires, c'est s'il y a eu ce qu'on appelle willful misconduct, c'est-à-dire une inconduite notoire, une inconduite volontaire. Maintenant, on sait que c'est défectueux, mais maintenant qu'on sait qu'ils ne l'ont pas testé, j'allais dire, on peut considérer que les deux clauses sont remplies, et si les deux clauses sont remplies, alors c'est la responsabilité de Pfizer qui revient. Et oui, c'est les contrats. Là, on aura la responsabilité, donc le coût de la responsabilité doit revenir sur Pfizer. Et c'est tout l'intérêt de ce que font les députés, puisque c'est de rétablir finalement la balance de la justice, de faire payer ceux qui doivent payer dans cette affaire. Et ce qui est très intéressant aussi, c'est que finalement cette clause d'irresponsabilité que l'on ne comprend pas, elle résulte de quoi? D'échanges secrets de SMS entre M. Bourla et Madame van der Leyen, présidente de la Commission, d'où les soupçons de corruption, parce que je veux dire, le budget de l'État, c'est aussi en négatif. Finalement, si vous payez pour tous les effets secondaires à la place des sociétés, à ce moment-là, vous grevez le budget de l'Union européenne de façon anormale, puisqu'il n'y a pas lieu à avoir une clause d'irresponsabilité, surtout si on sait qu'en plus les produits sont défectueux. Même la commande en soi de produits qui peut-être n'avaient pas toute leur légitimité. Alors, je me retourne vers Virginie Jouan. Donc, on a bien compris, faire payer les coupables. En tout cas, les procédures avancent. On va voir ce que donne cette enquête du procureur européen. Et donc ça, c'est l'enquête du procureur européen. Elle vise qui exactement? Elle vise Albert Bourla, donc le PDG de Pfizer, et la présidente de la Commission européenne. Alors, à ce stade, je n'ai pas encore ces informations. Ce que je sais, c'est que la présidente de la commission spéciale, Madame Kathleen Van Brandt, nous a annoncé que de ce fait, nous allons être intégrés dans le processus et elle va suivre de près. Donc, ce qui veut dire que nous allons sans doute avoir, lors de la prochaine réunion des coordinateurs, puisque j'en fais partie, on va discuter autour de ce sujet, comment on va s'organiser pour travailler de concert avec le procureur, puisque comme Madame Maître Protal a souligné, cela concerne le budget de l'Union européenne et cette institution, la Commission, déclare tous les jours les valeurs européennes en soulignant le besoin de transparence, la chasse à la corruption. Donc, avec ce dossier qui est sur la table, il faudra qu'elle joue avec nous parce qu'effectivement, depuis le départ, elle s'en mêle les pinceaux, elle ne répond pas aux questions. Et donc, de ce fait, avec cette commission, maintenant, tout est sur la table. Je pense que la présidente a compris les enjeux puisqu'au départ, effectivement, elle était assez réticente dans la mise en forme de la procédure de cette commission puisqu'on n'avait pas trop accès aux paroles et puis là à la parole libre. Et là, c'est vrai qu'avec un concert assez homogène dans notre position de attaquer un peu les laboratoires, puisqu'effectivement, on l'a bien vu, il y a un manque de transparence. Il y a en plus, vous l'avez pas ressenti, mais ces 2 heures ont été très longues, il y avait même une sorte de mépris à notre égard. D'ailleurs, elle rigole quand Rob Bruce lui pose cette question. Et c'est vrai que lors de cette audition, ils ont fait, Madame Janine Small a fait appel à un docteur qui était dans la salle, alors que normalement, ça ne se fait pas. Ce sont des experts qui parlent au nom d'eux et pas d'autres personnalités qui prennent la parole au nom de
Monsieur Bourla. Donc c'est vrai que maintenant le contexte a changé. C'est effectivement grâce à notre travail en tant que député européen, puisque depuis le départ, avec d'autres députés, on est très actifs sur le sujet. Et je remercie aussi les citoyens qui ont entendu notre message et qui ont ressenti ce besoin d'alerter le procureur, parce que, comme je le dis dès le départ, et même le procureur, quand elle a été mise en place, elle a déclaré qu'elle était fière de pouvoir représenter cette institution, parce que si on veut avoir confiance à nos institutions, il faut dès le départ que la Commission donne l'exemple. Et Madame von der Leyen, dès le départ, n'a pas donné l'exemple, mais je ne vais pas rappeler son historique, pourquoi elle est là. Je veux dire, en Allemagne, elle a été exfiltrée pour les mêmes problèmes. Après, des problèmes de conflit d'intérêts, oui. Exactement. Donc, je pense que c'est un énorme dossier. En tout cas, nous, comptez sur nous pour le suivre. Et puis, c'est le premier dossier, j'ai envie de dire, de cette procureure. Oui. Et il est pas mince. Et donc, je pense que même pour elle, les enjeux vont être très importants. Et elle risque aussi d'être mise sous pression, parce que là, comme vous dites, il est pas mince. Et à mon avis, il y a beaucoup de liens d'interdépendance entre la Commission européenne, l'Allemagne, les conflits d'intérêts. Enfin, ça va être très très lourd à porter, j'imagine, pour un procureur. C'est pour cela sans doute que la présidente de la Commission a tout de suite réagi en disant que la Commission allait suivre de très près. Et quand elle dit ça, c'est pour on va dire entre guillemets un soutien. Et donc, je vous donnerai tous ces éléments dès que de toute façon, on va suivre ça. Oui, on va suivre ça avec vous, évidemment, Virginie Juron. Il nous reste peu de temps, mais je voudrais quand même qu'on parle un petit peu du plan national. Virginie Juron, vous suivez évidemment ce qui se passe en France également. Là, dans la chaîne de responsabilité, on a quand même, on les a entendus, donc notre gouvernement qui s'est empressé d'abord de limiter la liberté d'aller et venir, on en parlait tout à l'heure, et toute forme de liberté, et la liberté d'expression également de ceux qui osaient dire des choses contraires à cette politique vaccinale. Ouais. Donc là, il y a le gouvernement, il y a les médias, il y a tous ces, j'en parlais, toutes ces blouses blanches sur les plateaux. Donc tous ces gens-là, est-ce qu'ils peuvent être, d'une façon ou d'une autre, inquiétés aujourd'hui à partir des éléments qu'on commence à avoir, des éléments véridiques, des aveux de Pfizer ? Alors moi, je vous parlais d'un point de vue politique. Ouais. Après, je laisserai la main à Madame. Oui, bien sûr. On va faire les deux volets. Moi, j'ai envie de dire qu'en fait, ce dossier démontre un point très important. Aujourd'hui, on a des fact-checkers qui se sont pris pour les chevaliers de la vérité, qui toute la journée passent leur temps à décortiquer nos propos et à dire qu'on est des complotistes, on fait de la désinformation. Moi, j'ai envie de dire que ces gens-là, ce sont les idiots utiles du gouvernement. D'ailleurs, il faudrait vérifier quelles sont leurs expertises, quelles sont leurs expériences, quelles sont leurs formations et pour qui ils roulent. Parce que c'est à cause d'eux qu'aujourd'hui, il y a eu autant de gens qui ont été mis sur la route, qui ont été exclus, puisqu'on les a aussi bannis, on les a montrés du doigt. Ils ont participé en fait à cette chasse à l'homme. Et je regrette que ces fact-checkers aient autant de puissance aujourd'hui. Et ça remet en question une vraie question de fond, c'est qu'est-ce que c'est la désinformation ? Qui a le droit de dire ce que c'est une information juste et fausse ? Ça, c'est un premier point et c'est un point très, très important parce qu'il faut savoir qu'au niveau de l'Union européenne, ils ont compris que les éléments, on va dire, libres, ils continuent effectivement à développer leur liberté de penser, leur liberté d'expression et ça les gêne. Et c'est vrai qu'au cours de plusieurs interventions, je me suis fait attaquer pour désinformation et surtout maintenant, ils veulent mettre en place une stratégie pour lutter contre la désinformation. Donc, il faut être très vigilant parce qu'aujourd'hui, des plateformes GAFAM, Amazon, YouTube, quand vous mettez une vidéo sur YouTube, hop là, vous avez un encart qui vous dit que vous ne correspondez pas aux propos des experts UNICEF, OMS, d'autres experts. On ne sait pas d'où ça sort. Alors, je voudrais juste sur les fact-checkers, puisque vous les citez, citer deux là, puisqu'on voit bien qu'aujourd'hui, ils se prennent un peu les pieds dans le tapis, ils ne savent plus trop comment réagir. Deux citations, deux tweets de Libération, Libération qui défend sa cellule Check News, qui s'appelle Check News, donc de vérification d'informations. Alors, le fait que les essais cliniques n'évaluent
pas l'effet du vaccin sur la transmission n'a jamais été un secret. Alors nous, on découvre ça par Libération. On le retrouve notamment dans les communications des autorités sanitaires. Moi, j'ai des communications des autorités sanitaires sous les yeux. La Haute Autorité de Santé du 3 juin 2021, celle que j'ai citée, mais il y en a plein d'autres. Les vaccins Pfizer et Moderna réduisent de 80 à 90% le risque de transmission. Puis ne parlons pas des déclarations d'Albert Bourla jusqu'au bout, puisque j'en ai une que je peux diffuser si vous le souhaitez, encore récemment sur la transmission. Et puis ne parlons pas de tous les autres experts de plateau. Alors, et puis et puis juste pour compléter, maintenant, vous voyez, comme ils ont vu que ça marchait plus et qu'ils se sont pris un peu les pieds dans le plat, ils nous parlent maintenant, oui, mais non, c'est pour les formes graves. Donc là aussi, s'il veut qu'on attaque sur les formes graves, on peut aussi ouvrir le dossier des formes graves. Il faudrait. Parce que avoir le droit de l'ouvrir. Voilà, c'est ça. Alors, je vais juste citer un autre tweet de Check News. Le fait que les autorités aient parfois raconté des âneries. Voilà. Donc maintenant, c'est des âneries. C'est indéniable, entre parenthèses, sur l'efficacité du vaccin ne signifie pas qu'il est inefficace. Les choses sont parfois un petit peu plus complexes. On nous prend vraiment pour des idiots, même si ça fait moins de retweets. Voilà. Check News qui se défend aujourd'hui, parce qu'évidemment, eux sont les premiers, vous l'avez dit, Virginie Geron, dans ces cellules de vérification d'informations, comme ils sont présentés. Sur les financements, très intéressants, beaucoup de ces cellules, dont celle de Check News, sont financées par la fondation Bill Gates. Donc il y a aussi derrière d'autres liens qui pourraient être intéressants à soulever. Diane Prota, sur donc, ces chaînes de responsabilité qu'on a commencé à évoquer, qu'est-ce qui peut être ouvert aujourd'hui ? Il y a une évidente responsabilité du gouvernement et de ses membres dans la propagation d'un message d'information qui est faux en matière de santé, à l'attention de toute la population, je l'ai dit et on le rappelle, mais à partir du moment où le gouvernement savait et qu'il y avait un jugement dès le 1er avril 2021 sur l'absence d'efficacité de la transmission, moi je n'ai jamais compris qu'on puisse imposer cette vaccination à tout le monde. Parce que le principe qu'on nous a mis en avant, c'est ce qu'on appelle la solidarité vaccinale. Vaccinez-vous pour protéger votre prochain, en nous expliquant que c'était un problème global de santé publique. Or, si vous ne protégez pas votre prochain, ce que le gouvernement savait, comment a-t-on pu imposé à toute la population sous la contrainte, des contraintes mais inimaginables. Alors, il le savait ou il ne le savait pas ? Il y a un jugement qui le dit au 1er avril. Moi, je le sais. Et le monsieur Véran le sait. C'est une ordonnance du 1er avril du Conseil d'État. Il le sait, mais il dit autre chose. Mais il dit autre chose. Cette ordonnance, toute la presse en a parlé. Ça a fait l'objet aussi d'une première page du Conseil d'État. Tout le monde en a parlé, tout le monde l'a oublié. Mais c'est la preuve, quand vous communiquez un mémoire, la juridiction suprême, en tant que ministre de la Santé, que vous dites que vous savez que le vaccin n'empêche pas la transmission, alors pourquoi imposer une solidarité vaccinale et faire de ceux qui la refusent des boucs émissaires? C'est hallucinant. Et ça amène à un dernier point qui est extrêmement important, c'est que maintenant qu'on sait que se vacciner quand on est âgé n'empêche pas la transmission, mais pareil pour les enfants. Parce que, par exemple, pour les enfants, maintenant la question qui se pose, c'est le bénéfice individuel. Je signale que M. Bill Gates, dont vous parlez, a été interviewé par France 2 au mois de mai 2022. Et on lui a demandé, que dites-vous aux complotistes qui vous accusent de ceci, de cela, et que dites-vous aux gens qui se posent encore des questions du type, des petites questions du type, dois-je faire vacciner mes enfants? Il y a pas assez de recul, mais c'est pas une petite question, c'est une question absolument énorme. Beaucoup de gens n'auraient pas vacciné leurs enfants s'ils savaient que ça n'empêchait pas la transmission aux grands-parents et que ça ne leur permettait pas de fêter les fêtes de Noël. De fêter et de sauvegarder papy et mamie. Et ça, on en revient à une question aujourd'hui, on continue de parler d'un intérêt collectif, ce que dit Michel Simon, ce n'est pas vrai. Maintenant, il faut voir le bénéfice individuel, et le bénéfice individuel, il s'apprécie par rapport à un risque, mais je dis, et par rapport aussi à un bénéfice. Pour les enfants, je prends cet exemple, mais la létalité du Covid est quasi nulle. D'ailleurs, elle est nulle, on vient de me dire le contraire. Et il existe des effets indésirables graves. Et j'allais dire, peu importe le nombre, à partir du moment où un vaccin est inutile, n'apporte un bénéfice nul, il n'y a aucune raison mais de prendre le risque pour un seul enfant. Donc ce point-là... parce que la balance, à partir du moment où le bénéfice est nul... Et on doit avoir le droit, chacun, d'appliquer cette balance à notre échelle personnelle sans être contraint. Mais vous, avocate aujourd'hui, est-ce que vous pouvez lancer des procédures à partir de Bien ce que sûr, vous avez... et cela étant, il y en a beaucoup qui sont déjà en cours. J'en porte avec des associations, notamment l'association Bon Sens contre la validité des contrats depuis le départ. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que nous aussi, par le biais de ces associations, nous demandons depuis plus d'1 an la transmission de ces SMS. Parce que nous considérons que ces contrats sont nuls, qu'ils sont contraires à l'ordre public. Et les SMS, qu'il faut bien comprendre, c'est que puisqu'on parle de marché public et qu'il y a eu une négociation, ces SMS doivent être
doivent être publics parce qu'ils font partie de la négociation. Et il y a des directives européennes là-dessus. Ce qui fait que Madame Ursula von der Leyen, qui dit qu'elle ne les a plus, c'est facile. Soit elle les recèle, soit elle les a détruits. Dans les deux cas, c'est fait partie de la plainte, du signalement qui a été fait. Il s'agit de la destruction de documents publics. Et enfin, Monsieur Bourla, qui lui est de l'autre côté de l'Atlantique, a peut-être ces documents. Je vous signale qu'aux États-Unis, receler ce type d'informations, c'est aussi très grave. Voilà. Bon, donc on a compris que la chaîne de responsabilité, le jeu de cartes, là, le jeu de domino peut faire tomber beaucoup de monde. On va continuer évidemment d'en parler. Je pense qu'il faut qu'on prenne rendez-vous régulièrement maintenant avec vous, Virginie Geron, Diane Prota, pour suivre ce qui se passe. Plaisir, parce que c'est très important. Plaisir. Donc je rappelle, merci encore Virginie Geron, membre du groupe Identité et Démocratie, et membre de cette commission spéciale sur la pandémie. Et on vous félicite pour tout le travail que vous faites là-bas. Merci à vous aussi également, maître Diane Prota, avocate au barreau de Paris, puis défenseuse donc, de nombreux collectifs de victimes, notamment de la gestion du Covid-19. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.